Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti du président déchu Blaise Compaoré, a dénoncé ce dimanche à Ouagadougou des attaques et des menaces contre les domiciles des membres du parti. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à la recrudescence assez troublante d'attaques et de menaces variées contre les domiciles des membres de la direction du CDP ou de leurs proches, a affirmé le président du parti, Léonce Koné, lors d'une conférence de presse. Il y a eu également une intrusion d'hommes de main dissimulés derrière des cagoules qui sont entrés au domicile de la mère du camarade Eddy Komboigo, ex-président du parti, brutalisant cette dame de certain âge et blessant l'un de ses fils, a ajouté Léonce Koné. Quelque temps auparavant, le domicile du camarade Achille Tapsoba, un des premiers responsables du CDP, avait subi aussi une attaque, tout comme celui d'un ancien ministre, où un projectile a été lancé violemment contre la fenêtre d'une chambre. Pour rappel, en septembre dernier, le CDP avait reporté sine die son congrès extraordinaire devant renouveler ses structures, s'estimant victime de répression et d'acharnement du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. De nombreux cadres et leaders du CDP sont incarcérés ou poursuivis en justice pour des cas présumés de détournement de deniers publics ou pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015 mené par le régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. Force anti-djihadiste conjointe impliquant 5 pays du Sahel. Les dirigeants ont acté dimanche à Bamako au Mali la constitution d'une telle entité. Il a été décidé du déblocage des fonds pour commencer son déploiement prévu en septembre-octobre. La cérémonie s'est déroulée en présence du président français Emmanuel Macron. Les présidents du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger ont promis d'apporter chacun 10 millions d'euros. Cette somme s'ajoutera aux 50 millions d'euros promis par l'Union européenne, le nécessaire pour amorcer le financement d'une force qui coûtera 423 millions d'euros. Parce que c'est ici que se joue la sécurité du continent africain et plus largement la sécurité d'une bonne partie de notre planète, y compris de l'Europe. Au total, sur le volet militaire, c'est un effort équivalent à plus de 8 millions d'euros que nous consacrons d'ici la fin d'année 2017. C'est aussi une aide matérielle importante. 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes. C'est un soutien à la mise en place de centres de préparation à l'engagement opérationnel, que prévoient de mettre en place le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le président français a souhaité une mise en place du commandement fin août. Dans un premier temps, déployé aux confins du Mali, du Burkina et du Niger, avec un effectif initial de 5000 hommes, elle s'ajoutera aux troupes Barkhane et de la mission de l'ONU au Mali. En République centrafricaine, une quinzaine de personnes sont mortes dans la ville de Kagabandoro lors d'échanges de tirs ce week-end entre des éléments armés de l'ES-Seleka et les casques bleus de la mission de l'ONU. Des membres du groupe armé ES-Seleka du mouvement patriotique pour la Centrafrique seraient à l'origine des violences, selon des sources sécuritaires dont la MINUSCA. Pour le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, les forces de la MINUSCA ont fait leur travail en protégeant les populations civiles des éléments du MPC. Pour rappel, les violences ont repris depuis la fin du mois de mai 2017 à Kagabandoro, chef-lieu de la préfecture de Nana-Krébizi, qui accueille depuis 2016 près de 20 000 déplacés et où les humanitaires ont de grandes difficultés à travailler. La Centrafrique a basculé dans les tueries de masse en 2013 avec le renversement du président Bozizé par la rébellion majoritairement musulmane Seleka, entraînant des représailles de groupes anti-Balaka se disant défenseurs des chrétiens. La Cour pénale internationale annoncera le 6 juillet sa décision concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud qui avait refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar el-Béchir poursuivi pour génocide au Darfour. La CPI convoque pour le 6 juillet les représentants de l'Afrique du Sud et la procureure de la Cour pénale pour assister à son rendu de décision, précise un communiqué officiel.
Pretoria avait affirmé en avril 2017, au cours d'une audience inédite devant la CPI, n'avoir violé aucune loi en refusant d'arrêter sur son sol en 2015 Omar El-Béchir. À la mi-juin 2015, Pretoria avait ainsi laissé Omar El-Béchir rentrer chez lui après sa participation à un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Jamais inquiété jusqu'à présent, le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Les assaillants sont venus à dos de chameaux et de chevaux. Ils ont pu traverser toutes les zones marécageuses du lac Tchad avant de s'en prendre au village. Enfin, les djihadistes ont réussi à fuir par des voies impraticables en voiture où toute poursuite est quasiment impossible à cause des pluies. Le village Ngalewa a enterré ses morts en présence d'une forte délégation venue de la capitale régionale de Difa. Cette attaque meurtrière est la 2e en l'espace d'une semaine dans cette zone. Il y a quelques jours, 2 femmes kamikazes ont fait exploser leur ceinture d'explosifs dans un camp de réfugiés qui devrait être déplacé. Les regards sont tournés vers Boko Haram. Affaibli par les forces multinationales depuis quelques mois, le groupe terroriste ne peut plus faire face aux armées régionales et privilégie désormais les enlèvements et les attentats suicides. Nous sommes au camp de réfugiés de Ngeniel, près de la frontière occidentale d'Éthiopie. Les enfants, garçons comme filles, qui ont traversé la frontière racontent des histoires de familles assassinées et d'enfances brisées. À la base, la violence incessante au Soudan du Sud. La guerre civile s'est déroulée depuis 3 ans avec une telle méchanceté que certaines parties du pays sont dépourvues de nourriture et 1/3 de la population a fui leur maison. Environ 6 millions de Sud-Soudanais souffrent d'insuffisance alimentaire. Plus d'1/3 de la population du Soudan du Sud ont fui leur foyer en raison de la guerre. De ce fait, la situation des dizaines de milliers d'enfants séparés de leurs familles représente un problème particulièrement épineux. Les agences humanitaires tentent de réunir les familles séparées par la guerre, mais les chances pour ces enfants de retrouver leurs parents sont minces. En attendant, près de 2900 enfants sans famille vivent à Ngeniel, partageant leur temps entre l'école et une aire de jeu sommaire protégée du soleil par des arbres. Réforme de la Haute Cour de justice du Burkina Faso. Les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui sont poursuivis pourront désormais bénéficier d'un procès équitable. Les accusés auront le droit de faire appel s'ils sont condamnés selon la nouvelle loi organique adoptée par l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et qui avait motivé la suspension du procès débuté fin avril. Les ministres du dernier gouvernement Compaoré sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et blessure volontaire pour avoir participé au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre le régime Compaoré. Au total, 33 personnes avaient été tuées selon des sources officielles lors de ces manifestations qui avaient abouti à la chute de Blaise Compaoré, même si le procès ne concerne que 7 décès. Seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, la Haute Cour avait été obligée de surseoir à statuer après que le Conseil constitutionnel eut jugé contraire à la Constitution l'absence de recours possible sur ces décisions. La réforme de la Haute Cour, votée par 99 députés sur 127, assure désormais le principe du double degré de juridiction aussi bien au niveau de l'instruction que du jugement, a expliqué le ministre de la Justice, René Bagoro. L'ex-président Compaoré, qui était également ministre de la Défense, vit en exil en Côte d'Ivoire. Selon le ministre, le code de procédure pénale auquel la loi sur la Haute Cour de justice renvoie permet à une personne mise en cause de se faire représenter, mais à condition que la peine encourue n'excède pas 2 ans. Tous les accusés ici risquent la peine de mort.
À l'appel du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire, Syntepsi, les manifestants ont annoncé une grève illimitée contre des dépenses incongrues du directeur général, des voyages en jet privé et des contrats farfelus. Nous sommes en grève jusqu'à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités concernant la mauvaise gestion de Petrosi, a affirmé Ange Didier Koutouan, le porte-parole des employés. Nous réclamons un plan social en cas de licenciement dans le cadre d'un projet de privatisation des actifs de l'entreprise, a-t-il également souligné. La Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole avec 28 champs pétrolifères identifiés, dont 23 attribués à des opérateurs étrangers, Canada, États-Unis, Italie, Russie, Irlande, Koweït et Malaisie. La Petrosi gère l'exploration, la production et la distribution de pétrole, un secteur qui emploie 1 millier de personnes. Pour rappel, la production du pays a doublé entre juin 2015 et juin 2016 pour atteindre 45 000 barils par jour selon les chiffres officiels. Cette augmentation est due à la mise en exploitation de nouveaux champs, avait précisé en novembre le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, rappelant l'ambition de produire 200 000 barils par jour d'ici 2020. Les champs pétroliers sont essentiellement offshore, près de la frontière avec le Ghana. Selon une information de la lettre du continent, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies est formel. Il demande la libération immédiate de Djibril Ipene Bassolé. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères est emprisonné pour son rôle présumé dans la tentative de coup d'État de septembre 2015. Au cœur de la décision du groupe de travail, le fait que Djibril Bassolé ait été intégré de manière rétroactive dans la gendarmerie alors qu'il était déjà en détention et qu'il soit traduit du coup devant la justice militaire. Car Djibril Bassolé avait bel et bien retrouvé son statut de civil au moment des faits. Pour les experts de l'ONU, il doit donc être jugé par la justice civile. Et les experts sont très clairs, soumettre Bassolé à la justice militaire viole son droit à un procès équitable de façon irrévocable. Cette violation est telle que la détention en devient arbitraire et que Bassolé doit dès lors être libéré. C'est ce qu'on peut lire dans le document qui demande même sa libération immédiate qui serait, selon le test, sans préjudice pour le gouvernement. Maître Alexandre Varro, un des avocats de Djibril Bassolé, attend maintenant la suite. Le Burkina Faso est membre des Nations Unies. Le Burkina Faso a participé à cette procédure. Il faut maintenant qu'il s'exécute, soutient-il. Une source gouvernementale affirme pour sa part que le gouvernement vient seulement de recevoir le document. Nous avons besoin d'en prendre connaissance avant de nous prononcer, précise-t-elle. Je voudrais aussi que l'appel que le groupe Ansar